Amis téléspectateurs, avant que ça commence, il faut que je te donne quelques petits codes. C'est la dernière émission de la saison. Personne n'est au courant de ce qui va se passer, mais 1, l'émission va pas faire 52 minutes, mais un petit peu plus. 2, notre invité n'est pas du tout celui qu'il dit être, puisqu'en fait c'est un comédien. Et ça, par contre, les chroniqueurs ne le savent pas, et ça va être assez pointu. Et en plus, il n'y a pas qu'un invité, mais 4 invités. Donc je vous conseille de regarder un petit peu ce qui va se passer. Tout de suite, générique. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Plus ou Moins Geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de geek et de pop culture, et ce en 52 minutes. Émission un petit peu, j'ai envie de dire, larmoyante, c'est la dernière de la saison, vous savez ce que c'est, hein. Peut-être on reviendra un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, avant de vous présenter l'invité qui va passer 1 heure avec nous, laissez-moi vous présenter la team de choc qui va m'accompagner. Il s'appelle Laurent Kessy, c'est notre expert BD roman, mais dans l'intimité, il ressemble à ça. Laissez-moi vous présenter Nicolas Augusto. Dans l'intimité, quand tu étais enfant, il ressemblait à ça. C'est bien lui. Dans l'intimité de Rurik Salé, on peut voir des choses comme ça aussi. Voilà, on slip avec des Japonais chelous. Ces photos m'ont été fournies par des gens dont je pourrais vous donner peut-être les noms, les camarades. Je pense qu'on peut en remettre encore une petite couche pour cette dernière. Allons-y, Laurent Kessy, lors d'une petite soirée. Photo fournie par son épouse. Photo fournirait. Voilà, on la voit. Nicolas Augusto, balancé par son propre frère et son meilleur pote. C'est bien lui. En blond, ma chérie. Il se décompose. Et une dernière de Rurik. Mais alors Rurik, lui, il assume complètement de se trimballer en slip avec des Japonais chelous. Mon invité, on reprend un cours normal, est Alexandre Matador. Viens Alexandre, je suis ravi de t'accueillir. Alexandre est un producteur de cinéma. J'aime bien vous faire découvrir les gens de l'ombre. Et ben voilà, t'es dans l'ombre et cette fois-ci dans la lumière. Donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour cette dernière émission de la saison. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ton parcours, mais tout de suite, en tout cas, je lance le sommaire. Et nous, on va se téléporter autour de cette table. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film Boarding House, une partie de Pathfinder commentée par Stéphane Gallo, un dictionnaire pas piqué des hannetons pour reprendre une expression de ma grand-mère, un science-fiction pas repiqué des hannetons pour reprendre une expression de ma grand-mère, et pour finir, le jeu vidéo Mad World. Alexandre, je vais te présenter mes petits camarades, puisque comme d'habitude, ils ne savent absolument pas, ils ne sont pas renseignés sur toi, mais comme j'ai envie de dire, quasiment toute la majorité des invités que nous avons eus... Moi, j'ai envie de remettre la vérité, c'est que les noms changent tout le temps. Oui. On n'est pas d'accord, messieurs, mes amis. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est obligé de prendre par dépit. Non, je plaisante. Allez, avant de commencer, je vous rappelle chez vous que vous pouvez commenter l'émission en direct live différé si vous la regardez sur YouTube, grâce au hashtag Plus ou Moins Geek sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Alexandre, je suis ravi que tu aies accepté cette invitation parce que ça s'est joué à pas grand-chose. Et pour ça, les amis, que vous ne le saviez pas, parce que tu es arrivé de Los Angeles il y a quelques heures à peine. Donc je suis super. Je suis un petit peu. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis ravi vraiment de t'accueillir. C'est un plaisir. Pour vous expliquer un petit peu qui est Alexandre Matador. Vous savez que dans l'émission, j'avais déjà fait ça avec Sylvain Goldberg, qui était un producteur belge qu'on avait reçu et qui ça s'est très bien passé. J'aime bien mettre un petit peu des gens de l'ombre en avant. Et toi, Alexandre, tu fais partie des gens qui ont envie de dire, qui ont un destin un peu incroyable, puisque tu es parti aux États-Unis assez tôt. Aujourd'hui, tu es producteur associé. Alors, c'est pas toi qui fais tous les films, mais en tout cas, tu as participé notamment à 127 heures de Danny Boyle. Pays des merveilles récemment. Voilà, Le Pic de Dante, Fargo, en tout cas, voilà. Donc, je préfère te préciser aussi. Le cinéma underground, on appelle ça. Alexandre, je préfère le dire tout de suite, Alexandre. Toi qui as bossé aussi en prod sur certains Tarantino, ce n'est pas forcément le cinéaste qu'on défend le plus. Mais ça, je laisserai mes petits camarades défendre le morceau, puisque moi, lâchement, je vais dire que j'aime bien maintenant. Voilà, c'est tout. Pour t'expliquer aussi le principe de l'émission, mes petits camarades auront 6 minutes pour te convaincre avec la chronique qu'ils vont te présenter. En fin d'émission, je te demanderai de te mouiller, d'élire en tout cas celui qui t'a le plus convaincu, de te plonger ou replonger. Je sais que tu regardes pas de pro la télévision française ou t'es pas très littérature, mais voilà, c'est à eux de te vendre ce joli morceau. Et on va attaquer tout de suite, les amis, en regardant. Attention, je vais regarder. C'est la rubrique cinéma. Avec attention, Rurik m'a vendu ça comme un film que personne n'a vu. Non, en fait, je pense que c'est un film peu vu, mais il a quand même une véritable fanbase, hein, comme on dit chez toi. Vraiment il a un côté culte. Film ever, quoi. Voilà, le meilleur film ever. Mais c'est un film vraiment l'un des plus étranges qui soit, l'un des plus Z aussi, mais c'est pas du Z dans le sens... c'est autre chose. C'est un film qui est un genre en soi. Dans ce genre-là, il y en a qu'un, c'est celui-là. Quelques petites images.
and the body count continues. I wonder who will be next to check out of the boarding house. Non, j'avoue l'enchaînement de la bande-annonce avec le mec qui est comme ça, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ce film de mutant? Alors, le truc, c'est que la bande-annonce essaie de nous le vendre un petit peu comme un film, un slasher, un peu genre mystérieux, etc. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Alors déjà, il faut savoir que c'est le premier film de l'histoire à être tourné en vidéo et gonflé en 35 pour passer en salle. Ça date de quand alors? Alors, tu sais, comme je suis bon pour les dates, oh oui, je crois que c'est, on va dire, 1980 à peu près. 81, 82, qui dit mieux? Ça s'appelle Boarding House. Boarding House, c'est ressorti chez nous relativement récemment dans la collection Uncut, qui est une collection DVD de trucs vraiment déviants, étranges, curieux. Mais c'est tellement... Ah, j'en sais rien, j'arrive même pas à vous le décrire. C'est filmé avec le caméscope de mamie, mais c'est assumé. Les mecs se sont dit, ouais, on voulait utiliser ce support vidéo pour gonfler un truc en 35 et le sortir en salle. Personne ne le faisait à l'époque. Donc il y a un côté vraiment amour, gloire et beauté, mais sans la vague maîtrise de amour, gloire et beauté, pour une histoire de maison qui, supposément, a été le théâtre d'un suicide horrible, a été racheté, les gens sont morts à nouveau, a été racheté, les gens sont morts à nouveau. Par un moment, quelqu'un en hérite et on fait une boarding house, une maison comme ça où les gens viennent. Mais tu sais qu'en regardant la bande-annonce, je me posais la question de savoir est-ce que c'est un film américain? C'est un film américain. Ouais. C'est un film américain qui ressemble pour moi à un film japonais. Enfin, tu vois, dans l'esprit un peu de. Parce que je dois avouer que c'est la première fois que tu présentes un film que je ne connais absolument pas. Je suis bien content. Toi, tu es un petit peu film chelou et complètement barré, Alexandre? Non, j'ai jamais entendu parler de ce film-là. Mais... Celui-là est vraiment... ça vaut le coup d'être vu parce que donc il y a ce côté ordinateur. Ils utilisaient à fond l'ordinateur pour essayer de faire un peu moderne, un peu différent, notamment au départ, la première séquence du film, qui explique toute l'histoire de la maison, les meurtres, les machins. C'est tu vois, du texte qui s'affiche sur l'écran comme sur les TO7 de 1928, mais sauf que la première version du film, parce que maintenant il y a une voix off qui parle, ça faisait... Et sachant qu'il y a au moins 25 phrases, t'entends 3510 fois, t'entends... Et tu te dis, mais arrêtez avec ce bruit, c'est pas possible. T'as au moins 1 minute d'explication à l'écran où chaque lettre est accompagnée d'un... Donc c'était vraiment ignoble, mais ils voulaient faire moderne. Voilà. Donc c'est un film complètement Z. Dès qu'il y a une apparition d'une espèce d'entité diabolique qui tue les gens dans cette maison, on sait pas trop pourquoi ni comment, il y a une espèce de trame vidéo. Mais tu sais, un petit peu comme les trams des années 80, quand les mecs portaient dans le journal de 20h, portaient un pull dont certaines couleurs ne passaient pas à l'image. Donc tu avais une espèce de truc transparent, moche, bizarre. Ben c'est ça, c'est une trame. Mais on parle pas du mauvais goût des fois des t-shirts que tu peux porter avec des personnes... portais dans l'émission précédente. Non, mais c'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Alors tu as une séquence à un moment où l'acteur principal du film, qui est aussi réalisateur, scénariste, le producteur, etc., il est dans son bureau en train de faire du yoga. Tu sais pas pourquoi il rentre dans son bureau, il se met en slip, moule burn évidemment, sur son bureau, il se met en position de yogi, il est là, puis il essaie de faire de la télékinésie, mais tu te dis mais qu'est-ce que je regarde exactement quoi? Et ce mec hérite de la maison, va dans cette maison, invite plein de meufs à $100 par mois à habiter les 10 pièces de la maison avec lui, prétexte à montrer des femmes nues dans la piscine, mais tu dis à la fois c'est du titsena, c'est un peu campy comme on dit, c'est-à-dire complètement... Campy ever, j'ai envie de dire. Ouais, je me augustine. Mais alors, juste un truc, c'est parce que là ça fleure bon quand même, le bon nanar hyper dur à regarder quand même. Alors, ce que disent les mecs aujourd'hui quand tu les interviews a posteriori, parce qu'il y a un petit culte autour de ce film-là, ils disent, c'était effectivement, alors ils disent, c'était vous, on dirait un couple de hippies un peu qui ont fait le film, ils disent, c'était voulu, on voulait faire un truc parodique, mal joué, machin, ceci, cela. Moi, je pense que c'était voulu, mais il y a aussi une dimension qui n'était pas voulue. Mais effectivement, ils disent, et là ils ont raison, le film est tellement bizarre que tu as les yeux quand même rivés sur l'écran en disant, ah, c'est quand même de la merde, hein, mais qu'est-ce que c'est chelou. Et tu restes jusqu'au bout. Le film est... J'ai du mal à le décrire tellement c'est une espèce de film presque post-moderne mais qui est d'une modernité qui n'a jamais existé. En fait, tu vois, ça c'est chaud. Post-moderne d'une modernité qui n'a jamais existé. C'est vraiment, tu sais quoi, formidable. On dirait un pitch d'un bouquin de Laurent Kessy. C'est un peu ça. Et à la William Castle des années 80. Alors, William Castle, il te reste 10-15 secondes. Bah, ces mecs, l'acteur principal, le réalisateur, producteur, etc., a mis les $25. Ça se trouve dans quel circuit de distribution? En France, ça se trouve, maintenant ça doit être épuisé parce que c'est des très très petits tirages, mais l'éditeur Uncut l'a ressorti. Aux États-Unis, il est ressorti l'année dernière dans une édition avec des petits bonus, etc. Il y a un petit culte autour de ce film qui est vraiment
over the top dans l'étrangeté. Over the top. Et je conclurai en disant qu'ils ont inventé, comme le dirait William Castle, donc, qui était un mec des années 50-60, qui avait toujours des petits gimmicks dans les salles pour faire peur. Alors, quand les gens étaient plongés dans le noir, ils faisaient passer des araignées qui touchaient les gens, donc les gens hurlaient, tu vois. Eux, ils ont au départ ce qu'ils appellent l'horror vision. T'as une voix qui fait attention, quand vous voyez ça sur l'écran, c'est que ça va faire flipper. Et tu voyais une espèce de gant noir, et quand vous voyez un gant noir apparaître sur l'écran, mais je te dis, full screen, hein, ça veut dire que ça va être horrible, ou alors quand t'entends une espèce de musique, fait et donc régulièrement dans le film, tu as les apparitions de ces gimmicks qui te préviennent que ça va être horrible, mais horrible. Oui, c'est horrible, mais pas dans le même sens, quoi. Alexandre, toi qui... alors je crois pas que tu aies produit de remake de films comme ça, mais en ce moment, il y a une vague aux États-Unis justement qui consiste à reprendre des films un peu obscurs. Il y avait... comment il s'appelle pas Douce Nuit, Sanglante Nuit, Christmas... Aide-moi. Black Christmas. Black Christmas, qui était un petit film un peu, on va dire, série Z. Meurtre à la Saint-Valentin. Quand toi, tu revois ça un petit peu réadapté maintenant avec 20-30 millions de dollars de budget, tu réagis comment? C'est un truc qui... Bah, c'est un peu ridicule, quoi. Je trouve qu'on perd un peu l'essence du projet de base, quoi. Et souvent, le remake est pas mieux que l'original, en fait. Et tu sais, dans un numéro de Metaluna, je monte ton t-shirt, mais c'est plutôt le mien aujourd'hui. Oui, parce que ce n'est pas un t-shirt Metaluna. Rurik voit du Metaluna partout. Dans ce magazine Metaluna est le mag de que tu devrais connaître, je t'en parlerai tout à l'heure. Joe Dante était interviewé, il nous parlait des remakes. Et il disait, pour moi, les remakes, c'est une aberration totale, puisqu'il parlait du remake de Carrie, en l'occurrence. Mais il disait, les gens des studios, sa théorie, c'était, les gens des studios achètent donc une franchise ou achètent un nom en se disant qu'ils ont déjà un public conquis, puis c'est une formule qui marche, mais les fans de l'original, on n'a rien à foutre du remake, et en général, les jeunes ne connaissent pas assez l'original pour avoir vraiment envie de voir le remake non plus. Et c'est vrai que 3 fois sur 4, au box-office, hein, ça se plante, voilà. Et c'est marrant parce qu'il continue, Hitcher, tu vois. Allez, on va continuer justement. Peut-être un jour sera-t-il remaké par des Américains, je sais pas, je vais te passer la cassette de l'émission, une cassette VHS, tu verras, c'est très rétro cette émission. On retrouve tout de suite Stéphane Gallo avec la rubrique jeux de rôle, jeux de plateau. Je parlais de Pathfinder, il en avait parlé un tout petit peu dans la saison 2. Il revient avec une variante, et voilà, c'est pour la saison 3, c'est cadeau, c'est bonheur, c'est Stéphane. Bienvenue dans votre parenthèse jeu de rôle, jeu de plateau. La merveille du jour est un jeu de rôle et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un classique, le jeu de rôle le plus joué au monde, Pathfinder, le digne héritier de Donjons et Dragons. Nous allons le découvrir par le prisme de sa boîte d'initiation, prévue pour faire découvrir ce jeu aux débutants. Comme dans tous les jeux de rôle, les personnages tiennent le rôle de personnages fictifs et décident de leurs actions au fil d'une histoire interactive. L'histoire évolue au fil de leurs décisions et n'est jamais prédéterminée. John, qui tient le rôle de maître de jeu, c'est-à-dire de narrateur de cette histoire, est en train de présenter le manuel des héros aux joueurs. Dans ce manuel, il y a toutes les informations pour créer son propre personnage. Si vous avez déjà fait de même dans un autre jeu de rôle, que ce soit sur papier ou sur PC, vous ne serez pas dépaysé. Chaque joueur ayant créé son personnage et choisi sa figurine, il est temps de partir à l'aventure. Un ignoble monstre décime les environs de la ville de Pointe-Sable. Ses habitants ont donc engagé les héros pour chasser la bête et s'assurer qu'elle ne s'en prendrait plus à leur bétail. Au vu des descriptions, le maître de jeu fait jouer l'aventure présente dans la boîte de base, la boîte d'initiation Pathfinder, mais a apparemment décidé d'étendre un petit peu l'introduction. La récompense des héros vient d'être fixée, le meneur pose donc la question fatidique du jeu de rôle, que faites-vous ? Les deux compagnons d'aventure se regardent et ils décident de partir tout de suite pour l'aventure et pour reconnaître les derniers lieux d'attaque. Ayant interrogé à peu près tous les paysans de la région, nos deux héros longent le flanc d'une falaise lorsque soudain leur piste s'arrête net. À quelques pas, une antique statue de pierre devance d'1 mètre un épais rideau de verdure couvrant la falaise. Le maître de jeu décrit les lieux, il déplie un morceau de carte sur la table pour que les joueurs puissent poser leurs figurines pour la première fois, et John dessine même le rideau de verdure barrant l'entrée d'une grotte, puis demande aux joueurs ce qu'ils font. Question fatidique une nouvelle fois. Les personnages hésitants, John enchaîne, 2 petites créatures verdâtres, des gobelins, sortent soudain du mur de mousse et s'en prennent au PJ. C'est leur premier combat. Chaque participant a commencé par lancer son initiative, qui détermine l'ordre dans lequel chacun va agir. Leslie joue la première avec sa magicienne humaine. Elle tire avec son arbalète et lance un des 20. Pour toucher un gobelin, il lui faut obtenir un 13 ou plus. Et c'est réussi, elle lance donc un des 8 pour les dégâts à présent. Le résultat est de 4. John décrit à Leslie la scène et la façon dont le gobelin a été fauché en pleine course.
Évidemment, la bestiole se relève et c'est à présent au Cobb d'attaquer. Après avoir fracassé des monstres en tout genre et traversé un certain nombre de pièges, nos aventuriers se sont reposés un peu et ont finalement repris leur route. On est dans du pur dungeon crawling, du vrai porte-monstre-trésor à l'ancienne et les joueurs ont l'air de se régaler. Le maître de jeu les amène à présent au niveau d'une petite étendue d'eau au centre de laquelle quelque chose semble scintiller. Anthony est impatient de découvrir ce qu'il en est et il envoie immédiatement son personnage traverser l'eau. Leslie, quant à elle, reste sur la défensive. Elle demande un jet d'observation au maître de jeu, mais John fait semblant de ne pas l'entendre et il fait durer le suspense. Voilà maintenant Anthony parvenu sur l'île quand, soudain, surprise, un monstre attaque. Anthony ne perd pas le nord. En bon guerrier, il demande s'il n'a pas vu une arme intéressante traîner dans le trésor. Et oui, John lui indique qu'une épée longue semble effectivement dépassée. Qui eût cru qu'un guerrier elfe et une magicienne humaine niveau 1 s'en sortiraient aussi bien dès leur première aventure dans un donjon. Sortis de leur premier donjon après quelques autres rencontres, les PJ en demandent encore. Le meneur prépare donc une nouvelle aventure de son cru et indique aux joueurs leur nombre d'XP. Avec tous les pièges qu'il a ajoutés, les petits gars passent niveau 2 dès leur première aventure. Pendant que les joueurs s'arrachent le manuel des héros pour choisir leur nouveau pouvoir, John s'attelle à l'écriture de son prochain scénario. Il va y avoir du nettoyage autour de points de sable, c'est moi qui vous le dis. On continue ces dernières de la saison en gardant les bonnes habitudes que nous avons prises pendant les 23 premières émissions. Tout de suite, le dictionnaire de Seb Lacheret. Et tout de suite après, nous allons passer notre invité au crible. Notre invité. Seb, Oh, ça va mec? oh Baptiste, Calme-toi. je suis bourré, Non, mais je faut sais pas pas la quoi pression faire. comme ça. Ces derniers épisodes, je sais pas quoi faire, j'ai pas non, d'idée il de faut pas foutre sujet. la pression comme ça, de toute façon personne regarde ta rubrique. C'est la mienne que les gens kiffent, c'est la mienne que les gens regardent. C'est vrai? Mais oui, Ah merci, ça, je t'en prie, ça me fait plaisir d'aider les gens ça à me kiffer. rassure, je suis pas stressé. Un miroir, faut que je te laisse. D'accord. Salut, ça va? Pour ce dernier dictionnaire, on va voir un terme bien connu, c'est appuyé pour fort australien, le bougou assoc-giratoire inversé. C'est marqué là. Découvert en 1940 à Héliopolis pendant les Égyptes antiques, le bougou assoc-giratoire inversé peut entraîner la mort, voire pire, la recomposition moléculaire intrinsèque par adjonction de membres additionnels divers par morphogénèse, causant substantiellement un désagrément physique et moral dû à la localisation aléatoire des 10 membres. Le bougou assoc-giratoire inversé est aussi à éviter dans un dîner d'affaires ou d'un enterrement ou d'un oral d'anglais pour éviter la sempiternelle question Where is Bolan? Where is Il arrive régulièrement qu'il empêche un individu de finir ses phrases. Causant désordre et chaos dans son argumentaire, phrase, passage et inversant aux même des... Hein? Les récents progrès de la science permettent de prévoir son apparition à plus ou moins long terme. Il est à noter que nonobstant sa dangerosité et son caractère hypothétiquement imprévisible, le bougou assoc-giratoire inversé est susceptible et Putain, on voit rien là. Oh, on sait désormais que lorsqu'un bougou assoc-giratoire inversé est sur le point de se produire, il existe des signes avant-coureurs. Mais on sait pas lesquels. On sait pas lesquels et par quel biais. Alexandre, on va revenir un peu aux bases de ton parcours. Je crois que tu es parti très très tôt de France. Oui, 18 ans. Je suis tombé un peu dans le cinéma par hasard en fait. Voilà, j'étais pas très doué à l'école. J'ai pris un CAP plaquiste, un peu une voie de garage. Donc, mais ça m'a pas vraiment emballé. Disons que voilà, faire des faux plafonds, des choses comme ça, c'était pas. Alors tu sais que c'est assez marrant parce que tu pars aux États-Unis t'installer assez tôt et c'est bientôt le cas de Nico quand même. Je précise quand même puisque Nico tu vas tenter la grande aventure. Je t'espère que tu auras le même parcours qu'Alexandre. On espère aussi. Mais si tu vas faire des faux plafonds, fais gaffe. Je suis portugais, tu vois, en même temps. Non, mais ce qui est assez fou, c'est qu'en tout cas, ça va te permettre en tout cas de bifurquer dans une équipe déco. Ça va être quasiment tes premiers jobs aux États-Unis en fait. C'était pas vraiment prémédité en fait, parce que finalement la déco c'est beaucoup de plaques. Quand on fait plaquiste, on fait surtout de la toison, tout ce qui est sec, pas du béton et tout ça. Donc c'est des feuilles de décor finalement. Et donc j'intègre assez vite effectivement une équipe de déco. Et je suis stagiaire sur le premier film, Le Silence des Agneaux. Donc voilà.
Et là, c'est... Déjà tandem quand même. Alors ça j'ai même pas un applaudissement quand même. Bah si, à l'américaine. Wow Ouais, quand même. Je continue un peu rapidement. Tu fais la même chose sur Last Action Hero. Alors là, pareil, tu continues à enchaîner. Mais alors du coup, ça se goupille comment en fait? Tu travailles le relationnel, ça se passe comment? Ça se passe très bien. En fait, j'ai fait juste avant Batman le défi avec Bo Welch. Ah non, mais je vous ai dit qu'elle a... Ah non, mais les gars... 3 films, 3 chefs-d'œuvre. Ah bah là... Puis attends, je me permets quand même juste de spoiler un peu, c'est que vous n'avez pas vu la suite, les amis. D'accord. Donc voilà, Bo Welch qui me prend un peu sous son aile et grand chef décorateur. Puis en plus, c'est beaucoup plus amusant que sur Le Silence des Agneaux parce que là, c'est très créatif avec Burton et tout ça. Donc après, c'est comme tu l'as dit, Last Action Hero qui malheureusement marche pas trop fort parce que à ce moment-là, il y a Jurassic Park qui sort en même temps, donc puis film parodique que les gens ont du mal à identifier, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans un film de genre, donc on a le budget est de 83 millions et il fait que 50 millions au box-office américain, donc. Mais en fait, on peut le dire, soit ce côté chiffre t'a intéressé assez vite finalement. C'est vrai que outre le côté déco, voilà, j'étais vachement dans le côté production exécutive. Et donc. Et toi, tu voyais quoi de la France à ce moment-là en fait? Est-ce que tu baignes finalement assez rapidement dans cet univers-là? Et tu nous vois comment de loin là-bas, tout petit, Frenchy? C'est vrai que c'est un peu un rêve que je vis là. C'est voilà, je fais toujours des allers-retours vers la France, mais non, je suis baigné dans un rêve, donc en plus je suis super jeune, donc je réalise pas trop en fait. Et quand je vois la France, je suis tellement à fond dans les projets que j'ai pas trop le temps non plus de suivre l'actualité en France, etc. Mais après je reviendrai plus. Après je vais me poser un peu plus et je reviendrai en France plus tard. Parce qu'en plus tu as bifurqué, en fait, on va dire, de la déco à de l'assistanat personnel. Alors, je sais pas comment on décrit ça, en fait, ces genres de super assistants de réalisateurs qui font un peu tout à l'époque. C'est entre la production exécutive et l'assistanat réa, en fait. Voilà, c'est que très rapidement, je commence à manager des choses. Faut savoir que les Américains sont tellement cloisonnés, en fait, c'est tellement bien organisé que sur les tournages, des fois, ils ont du mal à s'adapter, en fait. C'est tellement carré que dès qu'il y a un imprévu, et je pense que c'est ce côté-là qui a plu avec les gens avec qui j'ai pu travailler, c'est le côté schéma adapté, improvisation. Alors je disais un tout petit peu en début d'émission, c'est que Tarantino, je t'ai prévenu quand même avant, parce que je veux pas que tu sois quand même un peu pris par surprise, mais tu as travaillé avec lui à partir de 94, je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Ouais. Alors ça s'est passé comment, la rencontre, puis tu l'as suivi un petit moment en plus. Ouais, déjà j'étais ami avec Arnold Schwarzenegger suite à Last Action Hero, donc on s'est rencontrés en soirée, c'est quelqu'un de vraiment d'adorable. Est-ce qu'il avait ces fameux bodybuilders là? Vous avez pas vu ce truc là? Si. Je crois qu'il y a des Arnold avec ces fameux bodybuilders, tu sais, à moitié à poil dans sa demeure là, les trucs où il y a eu des paparazzis qui ont dit on a réussi à prendre une photo d'Arnold avec plein de qui est un peu chelou quoi. Mais en fait, il a un peu c'était une période justement Last Action Hero, ça lui a fait un coup parce qu'il a dit c'est le premier film que j'ai l'impression que je rate. Et du coup, il a commencé à parler politique et tout. Il a dit je vais peut-être me réorienter. Il faut pas que j'attende que je sois fini, etc. Donc voilà, c'est là que j'ai fait pas mal de soirées avec lui et donc c'est là que j'ai rencontré Tarantino. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas savoir non plus qu'est-ce qu'il allait devenir. Il avait fait qu'un film, donc. Mais bon, donc parce que toi, ça a été vraiment les rencontres. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment des rencontres de dingue, quoi. Ouais, vraiment, j'ai eu la chance et Tarantino m'a fait confiance et je pense qu'il a aimé ce côté, audacieux. Ça a carrément enrhumé Rurik, en fait, tu vois. Le vent de cette incroyable anecdote m'a enrhumé. Ouais. Non, mais tout le monde dit pas je fais des soirées avec Arnold, quand même. Hein. Ou alors c'est Arnold et Willy, tu vois. Mais non, il est mort. Est-ce qu'on peut donner les cochons de la honte? C'est-à-dire que voilà, c'est les chaussons de la honte, s'il vous plaît, pour Rurik, pour cette anecdote quand même. Non, mais tout à fait parce que nous, vu d'ici, tu vois, on se dit, on a presque l'impression, pour certaines personnalités, dont Schwarzenegger, on se dit ce sont des vies qu'on ne peut pas approcher. Tu vois, on a un côté irréel quand on pense à... J'imagine que toi, en 87, tu devais te dire Schwarzenegger, je le verrai jamais. En 87, il était juste pas...
T'avais 12 ans en 87. Ouais, mais bon, t'as déjà un cerveau. Ouais. Et le truc, c'est que tu te dis, jamais je verrai Schwarzenegger. Toi, tu te dis, c'est une espèce d'icône. Est-ce qu'il existe même? Et là, tu me dis, ouais, on fait des soirées avec lui. C'est quand même génial. C'est pas aussi famille qu'en France, justement. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'en France, il y a un côté show business, un peu intouchable, et aux États-Unis, ou alors c'est peut-être parce que j'ai une opportunité de m'infiltrer par certains. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Hein. Moi qui ai très peu d'expérience, que je raconte souvent à David, c'est que les Américains, ils ont vraiment une autre vision, une autre façon de partager. Je suis en contact avec Elijah Wood, par exemple, et c'est quelqu'un de très simple, c'est très facile de travailler. Il n'y a pas ce côté showbiz, comme tu disais, où tout est cloisonné. Je vais même dire un truc, c'est que récemment, on a mis une vidéo en ligne sur notre page YouTube. Je vous conseille de la regarder, avec les créateurs du Caméléon, où ça s'est fait, mais hyper facilement. C'est-à-dire, tu envoies un mail, tu fais une réunion Skype, les mecs sont vachement plus libres, je trouve. Mais ça correspond aussi à l'image qu'on se fait des Américains. Alors après, des fois, c'est peut-être un petit peu surfait, un petit peu too much. C'est-à-dire qu'ils sont vachement accueillants, etc. Mais des fois, quand on creuse un peu, c'est pas... En France, c'est au début, c'est quand même difficile de se faire accepter. Et puis après, c'est peut-être plus profond. Mais au début, en tout cas, est-ce que c'est les parce gens qu'en sont France, assez simples. Le milieu est quand même plus petit de par la taille du pays, ou est-ce que c'est parce qu'aux États-Unis, vraiment, ils ont un côté... toute personne que je laisse rentrer, non pas dans mon intimité, mais mon sac professionnel, peut aussi un jour peut-être m'apporter quelque chose, et je ferais mieux de ne pas fermer une opportunité. Je pense que tu as peut-être juste... Il y avait une nana qui me racontait ça à Hollywood, et elle me disait toujours, tu sais jamais qui est le prochain grand réa, ou tu sais jamais qui est le prochain grand acteur. Ah non, mais ça là-dessus, et Alexandre, c'est vraiment ton histoire, quoi. Parce que Pulp Fiction, quand j'ai travaillé sur le plateau, le tournage... voilà, on savait pas qu'est-ce que ça allait mais même, je crois que devenir. Bruce Willis, en plus, disait qu'il était même pas perçu. Enfin, il avait rien compris, quoi. D'ailleurs, la légende veut que... Je sais pas si tu peux me le dire, je sais pas si tu as été là-dedans, mais la légende voulait que Tarantino ait écrit ça dans l'ordre normal et que c'est au montage qu'il a dit « je vais tout découper en morceaux, histoire de faire un truc genre un peu un télo ». C'est arrivé en milieu de tournage, en fait, que... Tarantino! Non, t'as une bonne idée, pour le coup. J'espère que tu vas garder ton taf à force. On va essayer d'enchaîner un peu rapidement parce que c'est hyper intéressant. T'as bossé donc sur Fargo des frères Cohen. C'est la première expérience en tant que producteur associé. Bon, un film pas un petit budget, donc c'était en décor... Mais pareil, encore un truc de dingue, quoi, le truc qui prend, quoi. Alors c'est quoi producteur associé parce que... Ça veut dire que là j'ai mis la main au portefeuille quand même, j'avais quand même mis un certain pécule de côté, mais voilà, je ne suis pas majoritaire, je suis aussi beaucoup dans la production exécutive, je suis sur le tournage pour vérifier que les choses se passent bien, comme quand il n'y a pas de dépassement de budget, etc. Voilà. Mais là sur Fargo, effectivement, on est dans un film en décor naturel. Donc le budget... Tu veux dire que ça va pas coûter trop cher? Je continue. Donc tu bosses sur Le Pic de Dante, producteur associé aussi sur Sauver Willy 3. Alors excuse-moi, je le souligne, je suis désolé. Non, c'est quelque chose dont je suis très fier. Enfin, je trouve que voilà, c'est plus pour la famille, mais je trouve que c'est un beau projet, quoi. Après, alors, film assez hallucinante, L'homme bicentenaire avec Robin Williams, Matrix, Le talentueux Monsieur Ripley. On reviendra sur la petite pause que tu as faite après. Peter Jackson, ça se passe pas super bien, puisque tu étais à la base de l'histoire, mais je vais vite, hein, c'est assez fou. À chaque fois, c'est en tant que déco ou en tant que producteur associé? Non, là après, j'ai basculé complètement dans la production, soit production exécutive, soit producteur associé. Okay. Mais alors là, c'est production exécutive avec Peter Jackson. Mais, mais alors là, c'est une fâcherie quand même, c'est un truc... Ouais, ça se passe pas bien, mais... Alors c'est marrant parce que nous... j'ai du mal avec les adaptations de romans, vraiment. Je trouve que c'est trop à la lettre, quoi. C'est-à-dire que... Peut-être parce que c'était des romans de Laurent Kessy. Ok, super, vas-y, continue. Ok, merci, donnez-moi mes chaussons de la honte. Je trouve que les adaptations de romans sont souvent trop proches de l'original. Et ça me... Souvent, quand on a lu un bouquin et qu'on va le voir au cinéma derrière, on est quasiment tout le temps déçu. Donc moi, j'essayais d'appuyer dans ce sens-là, de ne pas faire une copie conforme des bouquins. Et voilà, Hitchcock, par exemple, il disait très bien, lui, quand il adaptait un livre, il lisait le livre, il le fermait et il ne le relisait plus jamais avant d'avoir fini le film. Et pour moi, ça, c'est une bonne optique, quoi. Mais t'avais proposé des choses concrètes à Jackson ou pas? Bah oui, moi je voyais vraiment... Il y avait une actrice qui était sentie dans le rôle de Saruman. On voulait faire de Saruman une femme, en fait. Et ça, il n'était pas du tout d'accord. Alors que je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Fallait voir les premiers jets du scénario qui étaient vraiment...
Vraiment très bien, et ça c'est bon. Voilà, on a été. Mais bon, moi, du coup, maintenant, j'évite de travailler sur des adaptations de romans parce qu'à chaque fois, je suis rarement d'accord. Rapidement, parce que je sais qu'on est très très en retard. Anaconda 3, c'est toi aussi. Alors là, ça pour le coup, j'assume pas complet. C'est celui avec David Asselah Ouais. Ah, cool. Ah là, tu vois, t'as égayé Rurik. Mais surtout qu'il y a un petit truc, c'est que ce que Rurik ne sait pas, c'est que tu aurais pu croiser Alexandre Matador sur le tournage de Chucky. Lequel? La fiancée. de Chucky. Ah non, moi j'apparais dans le fils de Chucky. Ah, c'est dans le fils de Chucky. Ouais. Ok, pour moi, je n'ai toujours pas préparé cette interview. Quand même, hein. Le Ronny Yu, il est super. Ouais. Moi, j'étais content du résultat parce qu'il y a vraiment le côté décalage et en même temps très gore. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. J'adore ce il est bien. Du coup, on disait après Anaconda 3 et je sens qu'en régie, on me demande d'aller assez vite. Anaconda 3, donc du coup, tu disais un peu passage à vide. Oui, là, j'avais besoin un peu de me refaire sur Anaconda 3 parce que pareil, un petit quiproquo sur le tournage. De 3h10 pour Yuma. Voilà, bon, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais ça m'a mis un peu des casseroles et. Par contre, du coup, derrière, ça cartonne un peu. Inglorious Bastard. Voilà, par contre, t'as commencé à prendre qui me reprend et là, ça me fait vraiment du bien d'être dans la. Disait 127 heures de Danny Boyle, Kick-Ass, Piranha 3D, l'agence Tourisque, Sauver Willy 4. Derrière moi, il y a une sorte de réminiscence. Je sais pas, t'as une focalisation sur les dauphins. Je sais pas. Non, mais moi je trouve que c'est un bon projet et je pense que ça touche les gens, hein, l'histoire. On l'a vu là, j'ai vu le truc en France là où le mec il balance des chats et tout le monde est là à se. Donc t'as suivi quand même, c'est arrivé jusqu'aux États-Unis. Ouais, bah je suis quand même sur les réseaux et donc voilà, moi je pense que le rapport humain-animal il marche toujours. Je fais juste une petite aparté pour la régie, je ferai sauter une ou deux chroniques. Est-ce que tu peux nous parler des futurs projets que tu vas bosser, parce qu'il y a quand même du lourd de chez lourd. Ouais, alors prochain. On en reparlera un peu plus tard après, mais. Prochain Burton, mais bon, pour l'instant je peux pas trop en dire. Celui qui a fuité sur internet, non, c'est lui qui a. Tarantino. C'est Tarantino, pardon. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Lost, le film. Ouais, alors ça. Ah, ça vous calme, les amis. Lost, le film. Ouais. Parce que bon, moi déjà je suis un grand fan de la série et bon j'ai été déçu par la fin, vraiment. Alors là, tu vois, donc voilà, il y a plusieurs options qui se dessinent là, notamment de mais c'est pas forcément avec J.J. Abrams, hein, c'est avec les autres producteurs associés qui finalement ont presque plus de poids que J.J. Abrams dans la série. Exactement. Et donc on voudrait faire un producteur qui est pas majoritaire. Non, c'est ça. Sauf s'ils se mettent à plusieurs. Non, ça dépend. Si, tu peux être majoritaire, mais. T'es juste avec d'autres producteurs. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend des films. Il y a des fois où j'ai beaucoup participé, des fois c'est juste une petite partie. Voilà, et forcément, ça te donne plus ou moins de poids dans le projet. Marvel Zombie. Oui. Ça, c'est quand même un gros dossier. Ça part à l'aveugle Avengers, ça a redéclenché. Moi, c'est un de mes comics préférés. D'ailleurs, c'est un des seuls comics que j'ai lu quasiment avec Crossed, que j'ai suivi. J'ai suivi ton exemple. Et le dernier avec Mark Wahlberg et Will Smith. Alors ça, c'est une adaptation du petit dessin animé français, enfin du stop motion en fait, parce que j'avais déjà fait du stop motion sur Noces funèbres, et là c'est Chapi Chapeau en fait, c'est Chapi avec Mark Wahlberg et Will Smith. Ouais, mais alors là, c'est un peu le projet le plus ambitieux, mais c'est-à-dire qu'on veut, c'est l'histoire de deux autistes en fait qui ont un grand chapeau, donc rouge et bleu comme dans Chapi Chapeau, et on voudrait mêler le côté stop motion avec le côté acteur réel, voilà, voir un peu dans leur tête, parce que le dessin animé est très naïf à la base, et donc on voudrait voir voilà, leur vision du quotidien complètement délurée avec les cubes qui se baladent. Est-ce que c'est parce que moi je pense à Tim Burton quand tu me dis ça, je pense au Tim Burton de Beetlejuice à l'époque où c'était vraiment carton-pâte. Est-ce que ça fait partie des choses qui, parce que tu as fait en 2000, tu as eu un peu une coupure. Je reviens juste dessus, vraiment je suis désolé en régie, mais... c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai eu besoin de... j'ai enchaîné beaucoup de films et du coup, c'est très intense comme rythme, et d'un seul coup, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on a un film et d'un seul coup, ça s'arrête. Donc on se retrouve un peu sans rien, ça fait très bizarre, et donc des phases un petit peu de déprime légère. Donc voilà, j'ai fait un voyage en Inde pour essayer de me ressourcer. Ça fait du bien de voir un petit peu des vies plus Est-ce que c'est là où... de revenir aux vraies valeurs, quoi.
Et du coup, c'est l'adaptation de Chapi Chapeau avec Wahlberg et Will Smith. C'est l'Inde. C'est incroyable. Non, mais c'est génial, quoi. C'est sans limite, Ah ouais. ça a l'air cool. Le principe, ouais. Là, pour le coup, c'est passionnant. Là. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, Ouais. quoi. T'es tout de suite curieux, ouais. Est-ce que c'est connu aux États-Unis, Chapi Chapeau? Non, sincèrement, attends, c'est un projet où tu te dis, j'ai envie de voir ce que ça va être. Carrément. Quoi. Vraiment. Ah ouais, bah, carrément. attends, Moi, je suis en c'est- étant très curieux et... Seriez-vous Ouais. pas en train d'essayer de grappiller un rôle? Parce qu'il y a plusieurs comédiens quand même hein, parmi la troupe. Non, pas du tout, non, mais, tu vois, Moi, je suis pas comédien tu vois, et tu ça me parles m'intéresse de voir le Lost, truc. Oui, quoi. je suis grand fan de la série, mais là, tout de suite, j'ai un Imagine, tu dis, petit peu peur. Mais là, tu parles de Schwarzenegger ça dans les et- Shadok. Tu vois, tu te dis, mais comment ça? Et tu vois, t'as envie de voir le truc. Bah, pareil. Mais parce qu'on a tendance à être Mais très est-ce que c'est curieux. né comme ça? Tu regardes la télé, d'un coup tu te dis, on peut en faire quelque chose. Non, mais là, j'ai l'impression que vous me. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est tellement surréaliste comme concept. C'est comme si tu prenais deux mondes et que tu les mélangeais. Moi, je ne peux qu'avoir envie de voir ce que ça va donner. Tu vois? Tu trouves pas? Sans déconner. Non, mais là, je sens bien que vous. Mais pas du tout. Ah non, Pas du tout. Sincèrement, je trouve ça incroyable. Parce que souvent, tu sais, c'est très formulesque. Parce qu'on a beaucoup de gens qui se moquent de ce projet-là. Moi, c'est justement mon côté justement. français que je veux. C'est Non, une puis alors, fierté, je veux dire, justement, de- s'il y a bien une émission qui Chapi parle de Chapeau, trucs c'est chelous qu'on mortel, défend. La musique était incroyable. Même Kassovitz l'a utilisé dans La Haine, cette musique-là. À un moment. Quoi, t'as Chapi une- Chapeau? Ouais, je te jure. Chapi, Tu sais, le- Ça sera... c'est bon. Non, mais je déconne Non, pas. Alex. Non, c'est bon, j'ai bien compris. Mais pas du tout. Ok. J'ai pas compris, là. Mais je sais pas. Est-ce que j'aurai mon invité de remplacement? Ouais, je pense que On c'est a la quelqu'un? fatigue, là. Qui devrait Ok. lui parler. Ouais, Dave, attendez, faut- je reviens. Attends, hop, excusez-moi. Mais tu sais que cette zik, elle est vraiment dans La Haine? J'y vais. Bon, j'ai trouvé un mec, un humoriste. Viens Yacine. Yacine Bella, s'il vous plaît, mes amis. Merci Yacine, hein, je suis désolé, c'était pas prévu. Ça va? Salut. C'est le même avec des cheveux. Exactement. Donc Yacine, oui, j'avais donc prévu un invité de remplacement. C'est un nouveau concept pour cette dernière de la saison. Yacine, pour refaire un petit peu court, révélé par le Jamel Comedy Club, adepte du stand-up, t'apparais dans Bref, t'apparais aussi dans Le Visiteur du Futur, et Dieu sait que je n'aime pas cette série. Il m'a forcé à apparaître dans Le Visiteur du Futur. Tu es un des premiers rôles du film Pop Redemption avec Julien Doré. Oui. Et alors, qui est un film que moi j'ai vu et qui m'a fait beaucoup rire. Eh Je ben, parle de merci Sataniste. beaucoup. Voilà, parce que je me suis dit, putain, merde. Parce que lui, il est passé discrètement dans les salles de cinéma. C'est une manière diplomate de dire que personne l'a vu. Absolument. Mais qui a plus de succès maintenant qu'il est sorti du cinéma. J'ai l'impression que beaucoup de gens m'en parlent après. Ça arrive Je me souvent. dis, ouais, c'est vachement bien. ce Est-ce film, que c'est il est le vachement téléchargement bien. illégal qui a peut-être fait Je ça ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Je ne me risquerai pas à répondre là-dessus. C'est mon avocat qui s'appelle Gizmo. Oui, effectivement, il est très possible que ce soit ça. Avec ton compère Dedo, vous faites beaucoup de choses. Il te met en scène, tu l'as mis en scène, il t'a remis en scène, il t'a remis en Ouais. scène. Et aujourd'hui, c'est l'histoire... chaussettes. Les chaussettes. Alors c'est marrant parce que les chaussettes, j'avais entendu parler de ce programme depuis hyper longtemps. Je suis super content que ça ait vu le jour parce qu'au départ, tu as posté les vidéos sur le... En sur le web. 2007, c'était il y a très longtemps. On savait pas ce que c'était qu'être un YouTuber parce que ça n'existait pas les YouTubers. Et nous, on avait juste envie de mettre le pilote qu'on avait fait, qu'on destinait à des chaînes de télévision sur Internet gratuitement. Et on a eu un petit succès à l'époque parce que ça se faisait pas beaucoup et c'était très agréable. On n'a pas réussi à trouver de chaîne de télé parce que le programme était un peu trop barré, en tout cas pour l'époque. Mais beaucoup de gens ont aimé, donc du coup on nous a proposé d'en refaire avec l'aide de Golden Moustache et on a accepté parce que beaucoup de fans en demandaient et on était hyper heureux parce qu'on ne pensait pas que autant de gens en avaient entendu parler, quoi. Voilà. C'était long? C'est trop long? Non, c'était très bien. Ça va me permettre... Juste du coup, je le précise en régie, donc ça viendra remplacer le début, les amis. Est-ce que déjà, en tant qu'invité de remplacement, je fais un bon invité de remplacement? Parce Tout à fait. qu'après tout, mon actualité est assez basique. Moi, j'ai rien de ouf en ce moment. Mais voilà. tu sais que comme cette émission sera diffusée dans 3 mois... Dans 3 ans. Dans bah 3 voilà, ans, ça fait peut-être que ton plaisir. activité sera dingue, peut-être que tu mais seras fait dans 3 arrêter mois, par la Je vais police. faire un milliard de trucs. Est-ce que tu peux jeter Gizmo contre un mur pour voir Avec si... plaisir. Non, le coup, c'est collector. Yacine, le principe de l'émission, mes chroniqueurs auront donc du coup 6 minutes chacun pour te convaincre de voter pour eux en fin d'émission. Mais déjà, c'est mort. Déjà, je suis contre. Donc voilà, vous n'y arriverez pas. Et on en enchaîne- plus, avec ta réflexion sur mon film, c'est mort, doublement. Tu sais que j'étais au tournage au Hellfest. Hein, C'est vrai, t'étais au Bien Hellfest. sûr, j'étais là. Eh bien, nous en parlerons un peu plus tard de cette anecdote. Tu t'es rattrapé. T'as vu un peu Pardon, C'est une on va émission dire- d'escrocs, Yacine. Allez, tout de suite, la rubrique BD romans avec Laurent.
Alors Laurent, écoute, il s'est tourné vers Nico là. Non, c'est moi Laurent. C'est toi Laurent? Ouais, c'est moi. Parce qu'on m'a dit rapproche-toi de Laurent, j'étais persuadé que c'était Non, toi. non, c'est moi, mais je te demande voilà. pardon. Laurent Mais est c'est là. vrai que j'ai pas Et vous savez quoi? Je vais tous vous appeler Laurent. Voilà, ça fonctionne. Un roman encore un roman de 1968, comme dans l'émission précédente. C'était une année vraiment magnifique. Il était aussi finaliste pour le prix Hugo 69 et qui a été battu par c'est Tous à Zanzibar qui a gagné. On regarde quelques images. What's striking is how completely Delaney reverses this for himself. He embraces the whole of intellectual curiosity while remaining committed to an artistic practice. He's a philosophical, confessional, and fictional genius. How often is this encountered in American literature? I don't know that there's any precedent. Alors l'auteur qu'on a vu, c'est Samuel Delany qui a écrit donc ce roman qui s'appelle Nova. Oui. Donc Laurent, oui. Je suis désolé d'interrompre l'émission, mais bon, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas si t'as remarqué, là, tout à l'heure c'est barré. On a dû avoir Yacine un peu à l'arrache et tout. Heureusement qu'il était là. Oui, j'ai envie de le dire. Voilà. Donc moi je propose des nouvelles règles parce que des romans c'est bien comme chronique, mais ça manque d'un truc. Ça manque d'humour. Et on a de la chance, on a Yacine. Donc Yacine va pouvoir nous faire un sketch. Ok. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu un mélange de sketch chronique. Donc vas-y, fais ta chronique. Vas-y. Fais ma chronique. Mais continue par contre. Mais vas-y. Je fais un sketch, ça veut dire que là je fais un sketch avant, après la chronique. Mais tu vas le couper. Ouais, en même temps. C'est mieux. Je pense que comme ça les gens, maintenant on est 2.0 et tout. C'est vrai. Ils peuvent écouter deux choses en même temps. Ok. Et ben c'est parti. 3, 2, 1, go. Alors voilà, moi ce que j'aimerais de Samuel Delany. L'anecdote, c'est que comme je suis invité à une émission un peu geek, l'histoire c'est que c'est Lord Vandrey quand j'étais petit, j'adorais ça moi le monde de l'imaginaire. Le fils d'une riche famille en fait dans un lointain futur en 3162 qui a les cheveux noirs et qui s'appelle Sangoku. Et quand il devient Mais vas-y. Il attend qu'il continue. Ah d'accord. Tant qu'il devient plus fort, et ben ses cheveux passent de brun à blond et il se transforme en super guerrier. Tous les deux s'affrontent pour aller rechercher une substance qu'on trouve que dans une nova. Une nova, c'est avec le recul. Un soleil qui bien les choses à leur place. Et on adorait ça quand on était petits. Et le truc c'est que Sangoku pouvait se transformer. Il avait une force qui sortait de lui. On va chercher la. On a tous essayé de se transformer. Tous les mecs de ma génération. Lilirion qui est une espèce de. Toi tout seul à la C'est vrai, ça veut rien dire, c'est pas grave. Lilirion qui est une espèce de substance qui permet de faire voler les vaisseaux. J'ai juste saigné du nez parce que ça ne marchait pas du tout. Ils s'affrontent comme ça et tout le roman est ça, mais c'est en même temps mythologique, c'est un space opéra. On a essayé cette transformation magique jusqu'à croire que pendant une bagarre ça pouvait être efficace. Moi j'ai un copain qui s'est fait pousser dans une bagarre. Il y a des aspects mythologiques, ça ressemble à il croyait tellement à cette histoire de pouvoir. Il y a une espèce de quête du Graal pour aller chercher ce truc et en même temps il y a tout un truc sur l'art. Tu ferais mieux de partir. Il y a tout un truc sur l'art. Il s'est fait défoncer. Vraiment parce que alors ça derrière ne ce côté space opéra on est 68 on est quand même dans les années spéculative fiction il parle de futur proche j'adore dans votre émission jamais ça s'attendait de la terre particulier juste du futur les personnages dans la course et là et des espaces intérieurs on essayait d'être un petit peu des comédiens dans une époque c'est plus trop à la mode il revient il fait space opéra et celui que personne voulait jamais faire dans la cour de récréation. Et le chevalier Andromède. Andromède était un chevalier en fait qui était différent des autres chevaliers, qui n'était pas très viril, il n'était pas très et aussi dans tout ce côté mythologique. Exactement, le côté mythologique. Un crossover de là, je vais devoir faire mon spectacle. Ah voilà, la chronique du bouquin. Voilà, je suis sûr que Yacine pourra nous vendre très bien ça. Alors, le Chevalier du Zodiac, c'était en fait, Samuel Delany, dans les années 40, dans sa jeunesse, le Chevalier du Zodiac, il y avait un mec, je ne regardais jamais les Chevaliers du Zodiac en fait, ni Dragon Ball. Ça se ressent réellement. Je sais pas quoi dire de drôle parce que je regardais pas tous ces dessins. C'est un petit peu comme même Inspecteur Gadget, une ambiance un peu rythmique, agréable, hypnotique. Est-ce que cette émission te convient? C'est mieux là. Est-ce que tu préfères? On arrive à suivre tous les. Parce qu'il y a quand même un truc. Est-ce qu'on peut parler aussi, nous, avoir une discussion peut-être? Parce que très honnêtement, tu vois, je pense qu'au bout de 3 saisons, je vais essayer. 3 saisons, ouais. Parce que il faut qu'on se fasse virer. Chaque fin de saison, on a changé de chaîne. Chaque fois, on s'est fait virer. Donc j'espère qu'on va réussir. Est-ce que je peux vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Yacine et Laurent? Bravo! Bravo! Yacine, on te reverra tout à l'heure parce que j'ai envie de te revoir tout à l'heure. Je retourne dans mon placard.
Non, parce que je trouve que si je dis ça à quelqu'un de, par exemple, toi, d'origine étrangère, ça passe mal en ce moment. Alors qu'en fait, on est quoi? À quelqu'un d'origine pas étrangère, tu lui dis va dans un placard, ça passe super bien. Oui, moi personnellement, je le dis à mes enfants, ça se passe très bien. Je peux retourner dans mon sas à inviter. Retourne dans ton sas à inviter surprise. Sas à inviter surprise. Yacine, on te voit où en ce moment? Dis-moi tout. Eh ben, je fais plein de trucs, mais le mieux, c'est comme c'est dans un moment, c'est de me suivre sur Internet. On me voit beaucoup sur Twitter. Donc, suivez-moi, tweetez-moi. Est-ce que sur le Minitel aussi on peut Le Minitel aussi, j'ai un 3615 Yacine Bellous, c'était très marrant. C'est des blagues, mais elles mettent beaucoup plus de temps à s'afficher. Est-ce qu'on peut te suivre dans la rue avec un ordinateur? Ouais. Sur Twitter, c'est le mieux parce que j'ai plein de petits projets, dont un international. Donc, si les gens veulent s'intéresser à ça. Eh ben, ça tombe bien parce que. Alors, Alexandre Matador, si t'arrives à le voir, il doit être en coulisses en train de bien se vénère. Ouais. Okay. Donc, tu vois, chapeau, alors, tu peux être le suivant. N'agite pas de chiffon rouge devant lui, quoi. Yacine, je te remercie. Je te fais revenir tout à l'heure. Et un grand merci parce que franchement. C'est le nouveau principe de cette émission, c'est-à-dire qu'à place d'une chronique, je vous fais un chronique, une stand-up. Mais tu sais ce qui serait mieux encore? Quoi? Si tu ne sois plus là. Ah ouais, ça serait super. Oh putain, on aurait dû le penser depuis le début. On est d'accord. Ok. Voilà. Au revoir, monsieur Frécy. Tu sauras te débrouiller? Oui. Hein? Parce que franchement, je pensais pas que ça viendrait de toi. J'ai cru que ça serait Joe. Tiens, ça c'est Je pensais que Nico. Je pensais que oui, c'est ça. César. Si je pensais que t'extrais, j'aurais jamais cru que tu serais mon Brutus. Francis Décrus. Bonjour. Alors, donc, maintenant, je pense que, si je me rappelle bien, c'est la science-friction avec Baptiste. On voit ça tout de suite. Ah, excusez-moi, je vous avais pas vu. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve vraiment méchant, quoi. C'est les écrans de précognition dans Minority Report. Il utilise des gants de contrôle. Des gants de contrôle, hein? On est d'accord, hein? Des gants. Double homicide, one male, one female. Killer's male, white 40s. Set up a perimeter and tell me. Bon, en même temps, à l'époque de l'adaptation cinéma, ils étaient peut-être pas au courant. J'ai appelé Steven Spielberg pour le prévenir. Bonjour au secrétariat de Steven Spielberg, merci de patienter quelques instants. Bon, c'est tellement long là que je vais finir par vous expliquer. Pourquoi mettre des gants quand on a développé le tactile depuis des années? Ouais, alors vous allez me dire, oui, les écrans de Minority Report, ils sont en sustentation, c'est presque des hologrammes. Oui, enfin bon, là, je me permets de vous rappeler quand même qu'il y a des petits outils super géniaux qui s'appellent les Wiimote de Nintendo, qui sont équipés de petits capteurs gyroscopiques et qui reproduisent exactement les mouvements de votre poignet. C'est très pratique. Le capteur Kinect de Microsoft, il reconnaît chaque rotule, chaque angle, chaque charnière dans votre corps. Et la dernière version reconnaît même chacun de vos doigts. Là, il y a vraiment du lourd. Le casque Epoch de la société Emotive, qui est disponible maintenant, là, tout de suite. Vous le mettez sur la tête, ça permet de contrôler votre ordinateur par la pensée. Et ça va évoluer. À terme, vous pourrez envoyer des SMS, vous pourrez dicter du texte à votre ordinateur. Enfin, c'est complètement hallucinant. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est ça qui est le plus dingue. Merci d'avoir patienté, nous allons vous passer Monsieur Spielberg. Oui, Monsieur Spielberg. Non. Oui, je me suis froissé le poignet en fait, mon doigt a dû riper sur les touches. Oui. Au revoir. En fait, je lui ferai la leçon la prochaine fois. Là, j'ai un peu mal au poignet, j'ai dû trop jouer à la Wiimote. J'étais ravi de vous honorer de ma présence. Donc je crois que c'est le jeu vidéo maintenant avec Nico. Vas-y Nico, ouais. Épate-nous. Merci François, merci chers compatriotes. Bien évidemment, je suis heureux d'être là. Ça fait très bizarre d'avoir quelqu'un là au milieu. On peut pas me mettre là? Non? Non, bon. il faut pas. Non mais je me méfie de tout, hein. C'est l'émission de tous les risques. Et qu'est-ce qui revient? Je peux récupérer ma place ou pas? 10 boules, ça marche. Ouais, ça roule, c'est cool. C'est l'émission de n'importe quoi. C'est l'émission de tous les risques. Parce que peut-être ça serait la dernière, peut-être que certains... Je crois que certains d'entre vous m'avaient piégé au cours de cette année. Ah bon? Ouais. Non. Oui. On avait glissé quelques vidéos pendant le lancement. L'image est super. Voilà, c'est une vengeance. Nico, tu as exactement 30 secondes pour ta chronique. Vas-y, c'est parti. Alors, Mad World, je vais vous parler aujourd'hui de Mad World, les géniaux créateurs de Platinum Games, qui sont des anciens formeurs de chez Capcom. Ils ont bossé sur Okami, Resident Evil, Devil May Cry, et ils ont envie de réaliser un jeu qui vous donne envie de revenir sur l'aventure de Running Man.
Donc avec ce côté, vous vous souvenez... Ne lance pas de vidéo, t'as 20 secondes. Voilà, donc c'est un mec qui s'appelle, je ne sais plus, Jack Cayman, qui a une sorte de tronçonneuse sur le bras. Vous jouez avec votre Wiimote, à gesticuler comme un barbare dans votre chez vous, et vous décapiter à tout va. Merci Merci Nico. On dirait le grand journal, tu sais. Ah, mais c'est super. Alors donc. En fait, voilà, on vient d'être acheté par Canal+. Je suis le nouveau Deniso, j'aurais un petit peu de culture. Est-ce que je peux accueillir mon nouvel invité, puisqu'effectivement, nous n'aurons pas un invité dans cette émission, mais 4 invités. Et pour lui, ça va pas être facile. Fabien, rejoins-nous, s'il te plaît. Merci, jeune homme. Fabien, merci d'avoir accepté cette invitation, surtout dans le contexte d'une dernière émission. Les dernières émissions sont toujours chez nous un peu particulières, celle-ci encore plus. Ah, ça t'a calmé, monsieur. Mais attention, quand tu vas voir ce que fait Fabien, ça va te calmer encore plus. Non, et tu sais que moi, je suis en train de vivre, mais un bad trip le coup. Ah, c'est clair. Je suis un stressé. Ouais, moi aussi, et depuis tout à l'heure, je me dis, mais est-ce que le mec, il est vraiment vénère là-bas? Je vis un rêve. En tout cas, s'il l'est pas, c'est un très bon acteur. Voilà. On l'embauche? Ouais, on l'embauche direct. Dans une de ses productions à lui. Fabien, je t'ai libéré du temps parce qu'en général, notre invité passe 1 heure avec nous, mais finalement à quelques petits créneaux pour qu'on parle un peu de son actualité. Toi, c'est un peu particulier. Tu es mentaliste. C'est ça, exactement. Et ce qui va être très dur, c'est que eux vont penser que tu es un comédien, comme c'était le cas d'Alex. Alex, qu'on reverra tout à l'heure. Oh putain, il est très fort. Et qui était très fort. Très fort. Je pensais que jamais vous alliez lâcher. Donc Fabien, tu es mentaliste et c'est vraiment ton métier. Attends, je voulais arracher la barre. C'est clair. Je voulais dire les métiers qui Quand il s'est endormi pendant que tu parlais. Ah non, mais un mec qui revient je passe t'as déjà pris l'avion pendant 12 heures, t'as cette gueule-là. Non, tout était crédible, tout marche. Il y avait le public qui était là. Ah ouais. Ah non mais super. Alex de Alex et sa guitare qu'on retrouvera un tout petit peu après. Alors Fabien. Quel enfoiré, on va lui casser la gueule. Fabien Licard, mentaliste. Tu es en spectacle actuellement au Point Virgule. Je ne dis pas de bêtises. C'est vrai. Oui, on va aller voir. Hein. Et mardi à 19h au Point Virgule. Oui, je te crois, j'ai vu. Ça marche bien. Ouais. Et Fabien, on va essayer de vous mettre un petit peu à contribution parce qu'à chaque fois nos invités ont des choses à vendre qui se lisent, qui se regardent, des fois qui se mangent. Non, on n'a pas eu de cuisinier. Pas encore. Fabien, je vais te laisser main libre. Je te laisse vraiment. Vas-y, ils sont à toi. En fait, je vais essayer de vous prouver alors un petit peu que je suis mentaliste, puisque aujourd'hui c'est l'émission de tous les doutes. Est-ce que vous pensez que vous êtes influençable, manipulable un peu? J'ai envie de te répondre oui. Bah oui, clairement, on l'a dit tout à l'heure. Oui, exactement, oui. En fait, on l'est tous, hein. On est tous un peu influençables, manipulables. Et je vais essayer de vous faire voir ça avec un accessoire un peu classique. Alors ça, c'est un jeu de cartes, un peu comme utilisent les magiciens, tu vois. C'est-à-dire que lui, il est discrètement marqué, en fait. Enfin, discrètement. Il est bien marqué, en fait. C'est bien visible, ouais. En fait, j'ai mis des nombres ou des chiffres au dos des cartes. Mais moi, je sais exactement quelle carte correspond à tel chiffre, ok? Rappelle-moi ton prénom. Nico. Nico. Nico, on va faire un truc tous les deux. Je vais dessiner une carte et je vais essayer de t'influencer à choisir cette carte, ou tout du moins le numéro qu'il y a derrière cette carte, ok? Je vais prendre ça. On va prendre le 4 de trèfle. Je pense que ça va bien se passer. Toi, depuis le temps que tu es dans l'émission, tu connais un peu les jeux de rôle? Oui. Alors, je vais te donner un dé 20. C'est un dé de 20 faces. Tiens, tu le prends, il est un peu virtuel. Hein, ça marche. Tu tiens un dé virtuel. Comme ça, on va. Oui, c'est à peu près la taille. Hein. C'est, on est d'accord. On sent qu'il glisse entre les doigts. Parce que moi, dans ma tête, c'était un dé comme ça au départ. Mais ok, ça marche. Tiens, jette le dé. Voilà. Hop. Et ok, tu le vois rouler, tu le vois rouler, tu le vois rouler, tu le vois s'arrêter. D'après toi, il s'est arrêté sur quel chiffre ton dé 20 faces? Sur le 4. Sur le 4, justement. Donc d'après toi, derrière le 4 de trèfle, il y aurait le 4? Écoute, on va laisser un peu de suspense et je vais sortir la carte numéro 4. Okay, quand tu la vois passer, tu me dis stop. Des fois, ça peut être très très long. Hein. La dernière fois, c'était en fin d'émission qu'on a trouvé la carte. On était hyper déçus du coup. 52 cartes, tu sais. On a le 40, le 5, le 39, le 1. On va bien y arriver à un moment donné. Hein. Pourquoi t'as choisi le 4 et pas autre chose? Je sais rien. Ça s'est imposé à toi ou pas? Non, c'était juste pour t'emmerder que ce soit des chiffres. Ok. Et en même temps, toi, Didi, c'est pour m'emmerder. En même temps, c'est la seule influence que t'as eue, c'est le chiffre qui avait de marqué là quand même. Mais on y reviendra. C'est quoi? Tu veux dire par là qu'il n'a pas de personnalité en fait, Fabien? Rurik. Hein? Tu veux dire en fait qu'il n'a pas de personnalité? Hein? J'aime bien quand tu le dis plusieurs fois. Alors, Rurik. On va le faire différemment avec toi. Je pense que t'es un peu plus zanard dans l'âme. Donc je vais même pas mettre un chiffre. Tu vois, je vais mettre le valet de carreau. Le valet de carreau, je l'ai pas pris par hasard. C'est plutôt sur une échelle de 1 à 52. Comme il y a 52 cartes, c'est plutôt un chiffre qui est gros derrière le valet de carreau. Tu crois que ce serait quoi? Moi, je pense Attends, avant de répondre quand même. Regarde-moi bien et tu penses que ce serait quoi? Le chiffre? Ouais. 7. Le nombre. Parce que sur une échelle de 1 à 52, c'est plutôt gros, tu vois.
7. Oui, mais j'écoute pas. Hein? Non, c'est un vrai conseil. Si tu dis 7, c'est sûr que ce sera pas ça, hein, je te rassure. D'accord. Il faut que j'en redise un. Oui, bien sûr. Parce que sinon, ça marche pas. C'est parce que, en fait, derrière le valet de... À quel moment j'ai mal dit, en fait? Redis-moi, exactement. En fait, sur le valet de carreau, pour le valet de carreau, sur une échelle de 1 à 52, pour le nombre de cartes, je t'ai dit c'est plutôt un chiffre qui est gros. C'est sûr, c'est pas une influence, c'est que c'est sûr, c'est ça, quoi, tu vois. Par contre, je te laisse choisir, dans ces gros chiffres, lequel tu penses que ce serait. 41. 41. Ok, tu peux encore changer une troisième... Non, je déconne. Ok, le 41. On va aller sur le 41. Tu vérifies toujours, Nico. Hein. Toi, t'es un mec, t'as pas tellement confiance, en fait. Hein. Non, c'est mon job de douter. Ok. Alors, puisque vraiment vous doutez, à tous les deux, on va terminer avec quelque chose d'un peu plus, plus spécifique, ok. J'ai amené un petit bout de papier avec moi, j'ai regardé le début de l'émission depuis les loges, et j'ai écrit quelque chose. Alors, je te rassure, en général, c'est beaucoup plus structuré que ça. Hein. C'est vrai. J'ai l'impression de... C'est ce que disait tout le monde. Tiens, tu nous gardes ça pour le moment. Garde-le toujours en vue. Je le garde en vue. Ouais. Regarde-moi une dernière fois, si je te demandais de choisir une famille de cartes, tu vois, genre pique, cœur, carreau ou trèfle. Pique, cœur, carreau ou trèfle. Tu choisirais quoi? Carreau. Carreau, ok, carreau. Et Nico, si je te demandais de choisir une valeur de carte, c'est-à-dire de l'as au roi, toutes les cartes peuvent être citées, même la dame, mais tout le monde choisirait plutôt la dame d'instinct. Tu prendrais quelle carte? Ah, tu m'as suivi. Ouais, la dame. Merde, mon micro il tombe. Non, la valeur que tu veux, moi. Entre quoi et quoi, tu m'as dit déjà? Entre toutes les cartes, de l'as au roi. Même le 7. Valet. Le valet? Alors le valet de carreau, en l'occurrence, on est censé déjà l'avoir. Peut-être. Le 9. Le 9 Ok. Donc à vous deux, ça ferait le 9 de carreau. Ok. Ok. Ça marche. Je vais sortir le 9 de carreau. Ça m'arrange pas des masses, mais je vais le sortir quand même. Ok. Qui est une des premières cartes que je t'ai fait voir tout à l'heure quand j'ai fait voir les cartes. Ça va t'énerver. Je précise quand même que c'est pas facile pour Fabien, parce que je vais pas faciliter la tâche avec le début d'émission. Laurent, il est mort là. C'est-à-dire, il est resté sur Alex Matador et il est décédé. Soit tu revis, soit je parle pas de ta BD. J'écoute. D'après toi, pourquoi j'ai pas parlé à Laurent depuis que je suis arrivé? Je me suis, tu vois. Laurent, est-ce que tu penses que derrière le 4 que tu as choisi, est-ce que tu penses qu'il y a le 4 de trèfle? Non. Oui. Oui, il y a le 4 de trèfle derrière le 4, effectivement. Nico, ça c'est pas mal. Derrière le 41, est-ce qu'il y aurait le valet de carreau? T'étais assez dur à influencer. Si c'est la dame de carreau, on n'est pas très loin et ce sera déjà pas mal, on est d'accord? Mais si c'est le valet de carreau, c'est super cool. Ok, derrière le 41, on a le valet de carreau. Sinon, je t'aurais dit non, on n'est pas d'accord. Et alors j'ai l'impression de... C'est un viol psychique. C'est ça. Tu vas te retrouver juste bien faire mentaliser, tu vois, c'est ça. Alors, à vous deux, vous avez choisi le 9 de carreau. T'as choisi carreau et t'as choisi le 9, ok? Et ce qui est vraiment sympa, c'est que derrière le 9 de carreau, il y a effectivement le 30. Et c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Parce que j'ai 30 ans, donc je me suis dit... Ah oui, voilà. Forcément. J'aurais peut-être dû le dire avant que je voulais le 30, en fait. C'est ça. Mais toi, tu te sens pas avoir parce que tu vois le papier blanc qu'il y a là depuis tout à l'heure. Et ce qui serait sympa, c'est que sur ce papier blanc, il y ait marqué 9 de carreau ou 30. Est-ce que tu peux ouvrir ce petit papier blanc, s'il te plaît? Et ça, c'était juste en loge, en vous regardant discuter depuis tout à l'heure. Je me suis dit que ce serait cool qu'on arrive au 30. Oh. Merci à vous deux. Très joli. Cool. Très joli. Ça fait plaisir. Fabien, est-ce que tu crois qu'il est possible que pour peut-être une future saison, si l'émission est renouvelée, je puisse te filer quelques titres de films, de BD, de romans, de jeux que je voudrais qu'ils parlent? Parce qu'à chaque fois, je me bats, chaque année, je dis... C'est bien différent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Super romantaliste, c'est que depuis un an, tu leur fais croire qu'ils font leur propre choix eux-mêmes. Ouais. Alors que je sais exactement. Et tu sais que c'est encore pire. Je suis encore plus fort que ça. C'est que ça fait 34 ans que je pense avoir du talent. Je me suis auto-persuadé de ça. C'est la méthode Coué, en fait. Eh ben écoute, je suis scié, mais bon. C'est vrai, t'es scié? Ouais. Alors, en fait, tu sais, c'est pas illogique hein, ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand tu regardes une pub, il y a toujours des codes très spécifiques en fait pour te faire des choix. On a tous des réponses programmées. Tu vois, par exemple, si je te demandais une couleur spontanément, tu aurais tendance à dire rouge. Tu sais, moins tu réfléchis, plus tu es sous pression et plus on a des réponses programmées. Hein. Donc ça, c'est vraiment des questions d'influence. C'est pas ça que je fais dans le spectacle, c'est un peu plus mentalisme en mode show, tu vois. Je sais pas si je te l'ai dit, c'était les mardis à 19h au point virgule. Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu de cette oreille-là. Celle-ci, elle va être très bien entendue. Si vraiment tu veux le retrouver, tu tapes le hashtag « Viens te faire mentaliser », comme ça tu le retrouveras. Fabien, est-ce que le fait que la série avec Simone Baker cartonne, est-ce que ça relance cet attrait? Comment t'es tombé là-dedans?
Bah, en fait, disons que moi, il y a 10 ans, je faisais déjà du mentalisme, en fait. Sauf qu'il y a 10 ans, quand je disais à tout le monde que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Et maintenant, grâce à la série The Mentalist, personne ne sait ce que c'est. J'allais te demander si justement c'était un terme que tu avais modifié ou si tu appelais déjà ça comme ça il y a 10 ans. Non, on appelait déjà ça comme ça. C'est un terme qui est très très vieux, en fait. Mais qui a eu plusieurs définitions. À une époque, les spirites étaient des mentalistes, par exemple. On y met un petit peu ce qu'on veut comme définition. Et le thème de mon spectacle, c'est ça, entre guillemets, c'est qu'est-ce que le mentaliste, tu vois. Quand je te dis mentaliste, tu penses à magicien, tu penses à voyant. Tu nous as préparé un dernier tour ou on refait un petit point actu, comme tu veux, Fabien? Non, mais on peut faire une expérience. Eh ben écoute, allons-y. Tu connais le principe d'une expérience? C'est que ça peut rater, hein, donc vous m'en voulez pas. On va essayer sur toi, Laurent, d'accord? Laurent, j'ai emmené un petit recueil avec des haïkus dedans. Tu vois, je me suis dit, le truc un peu japonais, ça va leur plaire. Pas mal. Le premier, c'est Parfum d'une chevelure qui nous submerge. Tu vois? Ils ont dit C'est bon. lourd, Ah, c'est oui, lourd de sens, hein. T'es prêt, Laurent? Parce que ça aurait eu du steak, mec. T'as le deuxième, c'est de son nénuphar, la grenouille saute dans un gros nuage. Ah, moi, ça me donne envie de faire l'amour, ça. C'est vrai? Ah oui, complètement. Psychologiquement, ça veut dire des choses, c'est ça. Ok. Je sais, le nénuphar. Oui, parce que psychologiquement, c'est à nous de te détruire. C'est-à-dire qu'on va faire tous nos vannes. Eh les mecs, vous m'aidez, coupe la cervelle. Alors par contre, j'avais pas détecté que c'était une vanne, ça, par contre, mais c'est pas grave. Tu sais, les téléspectateurs non plus n'ont pas détecté beaucoup les vannes de Nico. Donc en fait, voilà, t'en as plein de différents. T'as le pont tient les bords de la rivière, tu sais, c'est le symbole yin-yang, en fait, sous forme d'haïku, le pont qui réunit, la rivière qui sépare, etc. Je vais te demander de le prendre. Tu ouvres où tu veux, t'en prends un, ok? Et tu le tiens bien devant toi, le livret, qu'on puisse pas penser que je lis au-dessus de toi. S'il te plaît pas, tu prends le suivant, etc., etc. Ça va, ça te plaît? Attends, parce qu'ils sont... oui, c'est dans tous les sens, ouais. Voilà. Tu veux dire par là que les Japonais n'écriraient pas dans un centre normal? Alors, prends pas un des normal débuts de ceux que j'ai lus au départ. C'est bon. T'en prends pas un de ceux que j'ai lus au départ, sinon on penserait que je t'influence. C'est bon, t'en as un? Est-ce qu'il te plaît? Ouais. Ok. Est-ce que tu vas le mémoriser ou est-ce que tu veux corner la page pour te rappeler où il est? C'est bon. Donc tu refermes. On est d'accord que on peut essayer de se faire des images avec ça, tu vois, comme la grenouille, le nénuphar, les deux qui font l'amour, etc. On peut faire des images mentales. Je vais te demander de commencer à le dessiner un petit peu dans ta tête, de l'imager, mais juste dans ton cerveau pour l'instant, juste dans ton esprit, ok? T'essayes de faire ça? D'accord. Tu me regardes juste dans les yeux, ok? Est-ce que les lunettes peuvent troubler à un moment? Oui, j'aimerais bien que tu les enlèves en vrai. C'est un tour de magie à sens unique. Hein. Moi, que je disparais, mais je te vois. Fabien, est-ce que le pantalon peut troubler aussi? Est-ce que... Alors oui, mais le pantalon du voisin, en général, me trouble. C'est Rurik aussi. Ok, tu me regardes toujours, tu essayes d'imaginer des éléments, etc. Ok, c'est séparé en deux un petit peu, non? Là j'ai clairement un objet en fait qui monterait, je sais pas la taille de cet objet, mais j'ai quelque chose qui monte avec quelque chose au-dessus. Est-ce que c'est vrai ou pas? Très phallique, ouais. C'est ça. Ok. Je vais dessiner. C'est pas une bite d'amarrage, hein. Tout de suite. Je vais essayer de dessiner pour l'instant les formes grossières que je détecte comme ça. Imagine vraiment, hein, joue bien le jeu, sinon ça ne fonctionne pas en fait. J'ai quelque chose d'un petit peu arrondi, en fait, une forme un peu arrondie qui bouge. Ouais, ok. Ok, je dessine pas très bien, mais est-ce que tu peux dessiner ce que tu as en tête, toi, sur la feuille que j'ai mis devant toi, s'il te plaît? Ouais, mais tu vas en le cachant? Non. Non, écoute, Nico, il est un peu le garant de ce que je fais. Tu sais que je pourrais rien rajouter, en fait, maintenant. Quoi. Tu sais aussi maintenant que je dessine très mal. Tu sais toutes ces choses-là. C'est pas mal, hein. Alors, pendant qu'on continue à mentaliser, je préviens juste qu'il y aura... je lance. Hein, est-ce que si Alex peut commencer à faire ses réglages, puisqu'Alex va revenir un petit peu après. Vas-y, Fabien. Non, mais il revient vraiment. Est-ce que tu as dessiné ce que tu avais en tête? Ouais. Ok. Je vais te demander de faire voir ce dessin à la caméra. Nico, tu vérifies, je peux pas changer. Non, oui. Ok. Et à cette caméra-là aussi, comme ça je vais retourner dans le même sens. Alors ne regarde que pas toi. dans le retour caméra. Hein. C'est très joli ce que tu as fait, parce que tu as fait une espèce d'abeille ou une mouche, je sais pas quoi, vers une fleur, avec plutôt des gros pétales autour. Et moi j'étais plutôt sur une abeille avec une fleur avec des gros pétales autour. Ah, pas mal! C'est quoi ce délire? Ah ouais, il y a des billets de 500 balles dans l'air. Ouais. Bien joué. Eh, non, n'empêche, heureusement que le dessinateur de ta BD dessine pas comme toi, parce que sinon on était vraiment dans la merde. C'est toi qui as les cadeaux merdiques. Fabien, un grand merci, parce que grâce à toi, en tout cas Fabien, tu es le bienvenu, voilà, si ça se prolonge. Je sais que t'es pas voyant, donc tu pourras pas nous dire si on reviendra pour une saison 4. Non, par contre j'ai beaucoup d'instinct et je pense que vous ferez une saison 4 avec une spéciale mentaliste qui joue au point virgule les mardis à 19h, je crois. Oh mon Dieu, comme il est fort. Les amis, alors le programme, bien évidemment, vous l'avez
avez vu, qui n'a absolument ni queue ni tête. Sauf que les téléspectateurs, eux, le savaient d'entrée de jeu, les amis. Oui, mais oui. Comme c'est malin. On va continuer, on va réaccueillir nos invités. Fabien, déjà, on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. Parce que franchement, je le redis, c'était vraiment pas facile dans ces conditions. On s'est mouché depuis une heure. Ah ouais, on a pris trop cher, mec. Ah la vache. Bam. Les gars, j'étais comédien. on va réaccueillir Alex de Alex et sa guitare, les amis. Et oui, Alex est humoriste. Il est humoriste, il est chanteur. Vous le retrouvez aussi dans la web-série excellente Marcassin et Papillon que tu fais avec Seb Lacheret. Papillon et Marcassin. Papillon et Marcassin, oui. C'est Seb qui est en premier, il va Mais tu vois, tu m'as pas assez mentalisé. Oui, mais alors ce film, alors. Alors, chapeau. Avec Marc Wahlberg et Will Smith. C'est génial. Mais on veut quand même le voir, c'est grave. Mais maintenant, on est super triste du rêve, c'est pas possible. Je vais faire venir aussi Yacine. Yacine, un grand merci aussi à Yacine. Yacine, c'est un grand merci aussi parce que tu n'avais absolument rien à vendre. Je n'avais aucune excuse pour te faire venir. C'était le plaisir. En tout cas, un grand merci à tous nos invités. Effectivement, nous n'avions pas un invité, mais 4 invités. Alex, de Alex et sa guitare, comédien, humoriste, chanteur de talent. D'ailleurs, on va avoir droit à une sorte de mini-concert live. Escroc de première, quand même, très très bon comédien. Et c'est combien si je rajoute fumier, banqueur? C'est combien? Un grand merci donc à Alex d'avoir joué le jeu, puisque effectivement Alexandre Matador n'existe absolument pas. Un grand merci à Yacine, puisque Yacine, je n'avais absolument aucune actu qu'on pouvait mettre en avant. Le plaisir. Voilà, par pur copinage. En tout cas, j'ai très hâte que tu remontes sur scène, puisque tu m'as fait la gentillesse de m'inviter sur une de tes scènes, qui est vraiment très très drôle. Très gentil, merci. Où tu me dis à chaque fois, je ne suis pas geek, mais il parle des Chevaliers du Zodiac, de Dragon Ball, et ça on l'a pas entendu forcément pendant la chronique très intéressante de Laurent. Moi j'écoute. Oui, parce que toi t'étais bien placé. Fabien Licard, un grand merci aussi, parce que je le redis, c'était pas facile dans ces conditions-là. François, rejoins-moi François. François qui on avait ouvert cette saison 3. Eh ben, applaudissements quand même. Voilà, la saison 3 avait commencé sur un plan avec François. C'est avec François qu'elle se finira. Quelques petits remerciements, puisque c'est donc la dernière. Je ne sais pas si nous reviendrons, mais ça, j'ai un peu envie de dire, c'est comme les cliffhangers. Un grand merci à toute l'équipe de chroniqueurs qui n'était absolument pas au courant de tout ça. D'ailleurs, je crois que l'équipe technique n'était pas au courant de tout ça. La maquilleuse n'était pas au courant de tout ça. Si, la maquilleuse était au courant de tout ça. Un grand merci à David Aremza qui réalise cette émission, à toutes les équipes techniques de la chaîne qui nous ont supportés. Et j'espère que voilà qu'ils ont pris du plaisir, qu'ils ont été un petit peu excités peut-être aussi. Je remercie également voilà toute la team de Darou avec Leslie, Franck, Pauline, Olympe, notre attaché de presse. Je fais des bisous à tout le monde. Et un tonnerre d'applaudissements pour Alex. On s'est dragué en boîte un peu bourré. Je pensais pas qu'une telle femme puisse exister. J'attends jamais 2 heures la salle de bain. Alors non, moi je suis pas Hollywood, moi du tout. Je suis à la française. On regarde des blockbusters américains. Elle pleure pas pour un oui, pour un non. Elle m'ouvre les bocaux de cornichons. Elle est capable de faire un créneau. Elle me paie même le resto. Elle retardait juste le moment de faire l'amour. Sous sa culotte j'ai percé son secret au grand jour. Ma meuf est un mec, ma meuf est un mec, j'ai rien vu venir. Ma meuf est un mec, ma meuf est un mec, quel est notre avenir? Ma meuf est un mec, ma meuf est un mec, j'ai rien vu venir. Ma meuf est un mec, ma meuf est un mec, ma meuf est un mec. Je comprends mieux les poils sur ses petits seins. Que la pâte soit crade mais qu'elle ne dise rien. La cuvette des toilettes toujours levée. Qu'elle ne trouve pas You grande de toute beauté. Qu'elle n'ait pas 30 000 paires de godasses. Qu'elle traite pas toutes les filles de pétasses. Qu'elle me défonce à la PS3. Qu'elle accepte les plans A3. Allez, à bientôt peut-être. Vas-y, continue Alex. J'avais besoin que mes potes la trouvent super bonasse.
Je l'ai quittée, elle m'a mis une peigne dans la face. Ma meuf est un mec, ma meuf est un mec, j'ai rien vu venir. Allez, on se reverra peut-être un jour. Salut. Ma meuf est un mec, ma meuf est un mec, mais je m'en fous. Quoi? Ma meuf est un mec, ma meuf est un mec, l'amour est plus fort que tout. Ma meuf est un mec. Ouais. Allez, encore merci et à bientôt peut-être. Salut.